Épisode 24 pour la saison 3, Anagramme, que nous enchaînerons directement avec le premier épisode de la saison 4, Tout ne doit pas mourir. Pour le premier épisode de ce diptyque Anagramme, le titre original est Talitha Cumi, c'est écrit par Chris Carter et David Duchovny, et ce serait une référence à l'évangile selon sa marque dans le Nouveau Testament. Cela signifierait « Lève ton cul, Cosette », parole prononcée apparemment par Jésus à l'endroit d'une morte, donc à vérifier. J'ai pas pris le temps de regarder ça, même si j'ai 36 exemplaires de la Bible. J'ai la Bible aux enfants, ça c'était quand j'étais petit, j'ai fait 2 ans de catéchisme, voilà, parce qu'en fait j'étais amoureux d'une fille dont la mère faisait des cours de catéchisme, voilà, mais en fait j'y croyais pas vraiment. Et sinon il y avait aussi la grande Bible donnée par feu ma grand-mère. Donc il faudrait que je regarde ça parce que ça me paraît relativement indispensable d'étudier quelques grands textes pour décrypter la série Millennium. J'ai aussi des livres sur la philosophie juive. Mais ça j'évite de trop le répéter. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant alors que je ne suis pas juif, hein, je ne suis qu'un goy. Mais un goy qui a soif d'apprendre. Ça marque pas John Wayne. En ce qui concerne le deuxième épisode, donc Tout ne doit pas mourir, le titre original c'est Ehrenvolk, c'est de l'allemand, et alors là c'est pas le même pastis, hein, cela signifierait race supérieure. Pour le deuxième épisode, c'est juste Chris Carter qui est crédité, hein, il n'y a plus David Duchovny, et par contre pour les 2 épisodes du diptyque, c'est réalisé par R.W. Godwin. Et ça se voit, hein, parce qu'il y a quand même une certaine unité, alors que généralement, dans les diptyques qui ferment une saison et en ouvrent une nouvelle, bah, on a 2 épisodes assez différents dans le style, parce que voilà, les réalisateurs ne sont pas les mêmes. Pour le premier épisode, on ne cesse de faire référence aux frères Karamazov de Dostoïevski. Ce serait une idée de David Duchovny, qui, rappelons-le, est diplômé en littérature. En effet, l'un des moments les plus intenses est ce dialogue minimaliste dans la forme, mais philosophique dans le fond, entre l'homme à la cigarette et Jeremiah Smith, vous savez, cet alien donc polymorphe qui se serait désolidarisé de ses semblables pour conquérir la Terre pour des motivations qui seront données au public au fur et à mesure, comme autant de petites graines jetées à la volée. On va apprendre hein, dans la série que parmi les colonisateurs, en fait, eh bien, il y a des renégats. Tous ne sont pas adeptes du grand remplacement, hein, sans vouloir donner du coude à Zemmour. D'ailleurs, je suis étonné que parmi les influenceurs d'extrême droite, il y a aussi de gros influenceurs d'extrême droite dans les chaînes ciné. C'est quand même extrêmement, enfin, je trouve, embarrassant. Et personne n'a fait de rapprochement entre grand remplacement et colonisation alien. Après tout, on s'est déjà servi de ça dans les années 50 hein, pour faire de la propagande anti-communiste. D'un autre côté, tant mieux, hein, je veux pas qu'on souille la série de Chris Carter avec les idées nauséabondes de l'extrême droite. Je n'avais pas réfléchi à cette comparaison, mais c'est vrai que inconsciemment, ce qui me touche en fait avec les quelques évocations du peuple amérindien, désormais parqué dans des réserves, c'est qu'on a toute une culture qui semble doucement s'éteindre, dont l'héritage se transmet surtout oralement, et qui a subi de plein fouet le génocide des colons européens. Bref, je me suis découvert en fait qu'un plus grand intérêt pour la science-fiction, pour moi la série X-Files c'était davantage une série fantastique, mais en fait non, la science-fiction c'est aussi une belle passerelle pour réfléchir sur notre histoire, sur notre humanité, nos conflits, avec des ajouts surnaturels pour rendre l'histoire universelle, divertissante. La science-fiction permet en fait d'évoquer ses préoccupations, mais sous la forme d'un conte intemporel pour décrypter notre monde. Cet échange entre l'homme à la cigarette et Jeremiah Smith, alors Jeremiah Smith, moi je trouve que c'est génial comme prénom, hein, déjà, prénom prophétique, hein, mais voilà, ça c'est encore une BD qu'on m'avait offert pendant mes années des catéchismes. C'est pas super aguichant au niveau des dessins, mais l'histoire elle cartonne, hein, l'histoire du prophète Jérémie, c'est pas mal. Et donc son nom de famille, voilà, c'est un nom de famille qui est totalement anonyme. Donc tout ça, ça aurait été motivé par l'intérêt de David Duchovny pour le roman et notamment le célèbre chapitre du Grand Inquisiteur, à ne pas confondre avec les frères Karamazov, les grands inquisiteurs du jeu de plateau, les nazis de l'espace là. Warhammer. C'est ça, Warhammer.
Donc le chapitre du Grand Inquisiteur est un récit dans le récit, plein d'une substance morale et religieuse. C'est le cœur de cet épisode. Les frères Karamazov, pour être honnête, donc je les ai pas encore lus, hein, ça fait longtemps que j'ai les tomes chez moi, mais j'avais commencé, puis j'avais vite décroché. Faut s'accrocher à sa table, hein. Les premières pages, c'est quand même un long récit Wikipédia d'une toute une lignée familiale, hein. Je me suis néanmoins constitué des fiches de lecture grâce aux encyclopédies universalistes que j'ai quand même bien potassées. Donc en fait, le roman de Dostoïevski exploite des préoccupations qu'on va retrouver dans l'épisode, mais sous des atours de roman policier. Effectivement, le roman confronte des fils au père, hein, qu'on peut donc étendre à la figure du tuteur, de l'autorité, du sentiment d'obligation et l'opposition des vertus populaires allégamment rationalistes. Donc effectivement, on y voit certaines accointances avec l'épisode, voire même certains grands thèmes de la série. Alors, je vous cache pas que dans un premier temps, moi, quand je vois qu'on cite à tour de bras un grand texte littéraire, j'ai tendance à être plutôt méfiant, voire défiant, surtout en période promotionnelle. Souvent, c'est en période promotionnelle pour des blockbusters américains, c'est souvent un tour de passe-passe, voilà, pour se mettre dans la poche les critiques, surtout les critiques européens et français plus particulièrement. J'ai toujours, pour exemple, Paul Verhoeven, qui est pourtant quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a fait ses études en France, mais quand il avait essayé de vendre Hollow Man, film qui pas reniera, mais en tout cas, voilà, il dira clairement que pour lui que c'est son opus le plus faible de sa carrière. Ce qui est dommage, parce que je trouve le film quand même bien meilleur que Basic Instinct. Et puis voilà, pour moi, c'est un film de série B tout à fait digne. Et donc, pour la promo de Hollow Man, il ne cessera de citer la République de Platon. Donc, dans la République de Platon, en fait, hein, dans le livre 2, on aborde en fait le mythe de l'anneau de Gygès. Donc, l'anneau de Gygès, en fait, c'est un anneau quand vous l'enfilez, vous disparaissez, quoi. Donc, ça rappelle un certain film là, avec, vous savez, les petits nains là qui se cassent le cul à aller faire fondre leur anneau dans un volcan. Je sais plus comment ça s'appelle. L'inconnu du lac. C'est ça, l'inconnu du lac. Merci. Ah non, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et effectivement, dans le mythe de l'anneau de Gygès, Platon dit que à partir du moment où l'homme aurait la capacité à être invisible, toutes les barrières morales seraient anéanties, ce qui fait qu'il pourrait piller, violer, tuer à tour de bras sans aucune impunité. Bon, voilà, c'est quelques lignes quand même dans la République de Platon, et finalement, son film à Verhoeven n'a absolument rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le voyeurisme de Kevin Bacon, comme ça, qui petit à petit gangréné en fait par son sérum d'invisibilité, ça n'est que quelques minutes dans le film, hein. Il y a effectivement une scène de voyeurisme, mais sinon voilà, après ça reste un jeu de chasse et la souris dans les sous-sols d'un laboratoire. Cependant, je pense que quand Duchovny fait référence au frère Karamazov, eh bien, je pense qu'il est extrêmement sincère en fait, hein. Une petite recherche m'a fait découvrir qu'il était très attaché à la culture russe, où il serait originaire, hein, du côté de son père, et il aurait d'ailleurs participé à une publicité assez marrante, hein, pour vendre une bière russe, et dans laquelle il se pose la question sur quelle carrière il aurait eu s'il avait vécu en Russie. D'ailleurs, on le voit dans cette publicité en cosmonaute, directeur de ballet, chanteur à favoris sous l'URSS, ou encore joueur de hockey. Voilà, honnêtement, ça m'a absolument pas choqué cette publicité, hein. Tous les comédiens d'envergure internationale se font un peu de beurre comme ça en tournant des spots à l'étranger. Sauf que là, mauvais timing, hein. C'est diffusé au lendemain qu'un avion de la compagnie Malaysia Airlines s'écrase à la suite d'un tir de missile dans l'est de l'Ukraine. D'ailleurs, l'enquête n'a pas abouti, hein, pour savoir qui est donc derrière ce tir. Et puis en plus, ça tombe aussi en pleine période de crise russo-ukrainienne avec l'annexion de la Crimée à la Russie, annexion quelque peu contestée. Évidemment, les choses depuis ont un petit peu empiré, on va dire. Après tout ça, donc, il y a David Duchovny qui aurait fait une déclaration publique. Ça sonne presque comme une rétractation, en fait, hein. Il affirmera qu'il venait d'apprendre que ses origines étaient plutôt ukrainiennes. Donc, je trouve ça assez sidérant. On peut aimer une culture sans valider la politique d'un pays. Au contraire, il faut démontrer, je pense, notre intérêt, notre curiosité, notre ouverture d'esprit pour mettre à mal la propagande. La culture et le sport ne devraient pas souffrir de ça. C'est justement ce qui nous permet de nous rassembler. Alors, si je souhaitais creuser un peu ce domaine, c'est parce que plusieurs fois, je m'intéresse vraiment à la personnalité de Duchovny, en fait, qui est de base donc un homme de lettres, et j'ai l'impression, alors c'est une hypothèse, hein, qui ne tient qu'à moi, il y aurait une frustration chez le comédien qui aime son métier, j'en doute pas, mais j'ai l'impression, en regard d'interview,
d'angles abordés dans sa carrière, qu'il y a une insatisfaction, une lassitude que j'ai recoupée d'ailleurs avec celle avec d'autres comédiens qui sont de très grands lecteurs, mais qui se sont retrouvés coincés dans un système qui leur a apporté certes fortune et gloire, mais aussi un ressentiment pour ne pas exploiter pleinement leurs capacités. C'est quelque chose qui a été confirmé dans le cas de Tommy Lee Jones, par exemple. Vous savez que Tommy Lee Jones donc, a participé au film Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier. Et leur relation ne s'est pas seulement basée pendant le tournage. En fait, il y a eu un très très gros travail de préparation pendant l'écriture du scénario. Ça a entraîné d'ailleurs des engueulades homériques. Hein. Je vous renvoie à cet excellent ouvrage Pas à pas dans la brume électrique, qui est pour moi le meilleur livre making-of sur la confection d'un film voilà, de ce qui m'a été donné à lire. Et donc il s'avère que Tommy Lee Jones, hein, qui est quand même diplômé en littérature à Harvard, eh ben, il s'avère qu'il a rongé son frein pendant des décennies pour pouvoir exprimer des choses plus personnelles à l'orée de la soixantaine. Et j'ai l'impression que Duchovny, en fait, on est un petit peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il a pu trouver une sorte de réconfort dans son travail d'écrivain. Encore une fois, c'est une pure supposition. Je pense que la question mérite d'être posée. En tout cas, en ce qui concerne ce diptyque, qui est extrêmement riche en rebondissements, il est très rythmé. Il m'avait aussi énormément marqué quand j'étais gamin, parce qu'il faut savoir que Jeremiah Smith, qui est campé par Roy Tynes, il m'avait beaucoup marqué par son allure. Je trouve que c'est dans l'épisode le chinon manquant entre Clint Eastwood pour la coupe de cheveux quand il avait 50 piges et Christopher Walken pour la diction, pour l'allure. Roy Tynes était le héros du feuilleton Les Envahisseurs, une série plutôt courte, qui n'avait pas tellement marché aux États-Unis, mais qui était absolument culte en France. Alors bon, j'ai absolument pas suivi ça, mais par contre je me souviens très très bien du sketch très drôle d'ailleurs des Inconnus. Mon colonel! Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétant. On peut vous aider? Tout court? Jeremiah Smith apporte une autorité naturelle, un ton calme, posé, une sagesse qui n'est pas sans rappeler, alors accrochez-vous à votre table, à la sagesse d'un de mes personnages favoris dans le manga Hokuto no Ken, donc Ken le survivant en France, à savoir Toki. Donc Toki, c'était le disciple préféré de l'école de Ken, mais le destin l'a rendu malade dans un moment de sacrifice très fort, très, très bouleversant. Il a un immense pouvoir de guérison, qui d'ailleurs qu'il privilégie plutôt que ses capacités à tuer. Des gens ont besoin de mes talents. Oui, je veux leur prouver que le Hokuto Shinken est plus qu'un art de combat. Il me servira à soigner les plus faibles. Et dans les cas les plus désespérés, j'utiliserai sa puissance pour soulager ceux atteints par la maladie. Donc Roy Tynes, impeccable. Je regrette d'ailleurs qu'on ne le voit pas plus pendant ce diptyque. J'apprécie énormément le fait qu'il puisse changer de visage pour surprendre l'homme à la cigarette, notamment pour le confronter à ses fantômes. À la limite, le morphing n'était pas nécessaire. Ça date un petit peu l'épisode, alors qu'un contre-champ aurait suffi. Mark Snow, d'ailleurs le compositeur, nous offre un score élégiaque de toute beauté. Très beau, voilà, c'est extrêmement puissant. You live in fear. That's your whole life. You don't know anything about me. I know everything about you. You think the miracles I perform are the extent of my power. You think you're God. Et puis voilà, c'est un diptyque qui ne cesse d'enquiller les révélations, qui ne cesse de densifier un petit peu la mythologie, mais sans jamais nous étouffer. Je trouve ça extrêmement fluide. Voilà, la colonie, l'exploitation des abeilles, les clones, la sœur de Mulder, le destin terrible de Monsieur X, et d'ailleurs destin tellement injuste. Enfin, ça m'a vraiment merdé qu'ils se prennent le chou avec Mulder plusieurs fois. J'aurais aimé que ces deux-là finissent potes, qu'ils aillent boire des coups là plutôt que de s'engueuler. Bon, et puis évidemment, dans les révélations, la plus frappante, c'est la relation adultérine, révélée dans une réplique d'ailleurs très cinglante de l'homme à la cigarette. Donc la relation adultérine entre l'homme à la cigarette et puis la mère de Mulder. He was a good water skier, your husband. Not as good as I was, but that could be said about so many things. Donc la mère de Mulder, on va s'arrêter sur elle quelques minutes parce que donc elle est jouée par Rebecca Tulane,
qui a aujourd'hui 81 ans. Alors j'avoue que j'ai été plutôt surpris, je m'attendais à ce qu'elle ait 10 ans de plus. En fait, elle avait tout juste là, ouais, entre 50 et 53 ans pendant l'épisode. Elle fait un peu plus âgée. Bon, après, c'est la façon de l'habiller, de bouger, de la coupe de cheveux. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours gêné chez la comédienne. C'est pas qu'elle joue mal, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui me la rend profondément antipathique. J'ai du mal, en fait, à m'émouvoir pour le destin de la mère de Mulder. Il y a quelque chose, voilà, elle fait pas franche, cette nana. Bon, ce qui s'avère être vérifié dans l'épisode. J'ai vu qu'elle jouait dans le film Face à Face. Aucune empreinte. Y a pas de sang? Où est-il passé? Bien vu. Je vous présente le docteur Shepard, la psy qui nous aide. Nous nous sommes déjà parlé, n'est-ce pas, docteur? Je crois savoir que votre suspect numéro 1 est Peter Sanderson. Avec Christophe Lambert, vous allez dire, mais putain, mais pourquoi il a ce DVD? Alors, tout ça, en fait, c'est grâce à mon collègue Damien qui quitte notre société et qui m'a fait don, parce qu'il change de région, il change de métier, il change de vie, quoi. Et il m'a fait don d'une bonne centaine de DVD. Donc il y avait ça dans le lot, je me suis dit bah tiens je vais le regarder, et donc il y a cette comédienne qui joue dedans. D'ailleurs quand je regarde tous les DVD donnés par mon bon ami Damien, je me dis il était temps que tu bouges de la région parisienne. Alors j'ai mis tous les DVD que m'a donné mon collègue dans un coin de la DVD Tech, hein, j'ai souhaité les séparer. Et il y a vraiment de tout. Alors je ne sais pas du tout ce qu'est cette série, Spotless. Voilà, avec Denis Minochet qui fait souvent parler de lui. Il fait partie voilà, des jeunes talents du cinéma français. La machine à explorer le temps avec Guy Pearce. Vous voyez, le vieux DVD, le vieux boîtier cartonné Warner. J'y suis assez attaché. Alors, je l'ai jamais vu. Il n'a pas très bonne réputation. Il a très mauvaise réputation. C'est réalisé par l'arrière-petit-fils d'ailleurs d'H.G. Wells, hein, Simon Wells. Je vais quand même le découvrir, peut-être avec mon gamin, parce que je l'avais lu l'histoire il n'y a pas si longtemps. Man Trouble, j'adore Jack Nicholson, je ne connaissais pas du tout ce film. Alors oui, il y en a quand même pas mal que j'ai foutu à la poubelle, parce que mon collègue en fait faisait surtout des gravages de DivX. Voilà. Mais il y a quelques films sous blister, comme par exemple Tennessee Valley, que j'ai gardé. Alors personne n'a entendu parler, mais je vois que dans le casting il y a Robert Patrick, et je sais aussi que c'est un drame. Donc, comme je suis assez fan de l'acteur, hein, comme on va l'aborder, on va aborder sa carrière dans la saison 8, je suis quand même très curieux de voir ça. Voilà, Cleaner de Ronnie Harlin. Il y a Samuel Jackson dedans. Il était très très bon dans le film écrit par Shane Black, là, toujours réalisé par Harlin. Donc, au revoir à jamais. Ah bah tiens, je suis content de l'avoir trouvé. Et en plus, je crois que c'est le DVD original, ouais. Bandit de Barry Sonnenfeld. Alors, Sonnenfeld... c'est pas un très très bon réalisateur, mais j'aime beaucoup Billy Bob Thornton, j'aime bien Bruce Willis aussi, et il paraît que c'était une comédie qui a été quand même sous-cotée, donc je suis assez curieux de voir ça, voilà. Bon après, il y a quand même morceau choisi avec Woody Allen, tout le monde l'a oublié ce film, hein. Avec Sharon Stone, il découpe sa femme Sharon Stone, et puis il disperse les morceaux dans le désert. Section 0, je crois que c'est la série plus ou moins post-apo de Olivier Marchal. Olivier Marchal, nous voilà, le sauveur de la France. Il est génial, papy. Voilà, j'ai essayé d'échanger ce DVD à monsieur Julien Dupuis de Capture Mag contre son DVD des Maîtres de l'Univers. Ah, encore un film avec Samuel Jackson et Nicolas Cage. Voilà, bon, j'en ai jamais entendu parler. Et ça, bon, je l'ai gardé parce que Explosion imminente d'Albert Pyun, c'est juste la 3e fois que je l'ai. J'ai le Blu-ray, j'ai le DVD dans ma collection Steven. Mais surtout, il y a Last Patrol avec Dolph Lundgren. Avec une explosion qui nous a beaucoup fait rire avec Nicolas à l'époque où on se matait des films de série B, voire Z. Et on termine avec Alien Hunter, hein. Moi quand je vois cette jaquette, hein, James Spader, voilà, l'histoire d'invasion extraterrestre, ça a l'air très bon. Ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, concernant ce diptyque, la mise en scène de Goodwin qui est souvent là donc pour signer les fins de saison. Il n'a certainement pas la même classe que Chris Carter ou Kim Manners, mais ça reste quand même plutôt solide. J'ai apprécié le côté champêtre hein, de ce second épisode. C'est un peu Terminator à la campagne.
D'ailleurs, je trouve ça génial de voir une conspiration aussi alambiquée se tenir à ciel ouvert dans une exploitation agricole avec des enfants qui rappellent évidemment le village des damnés. Les abeilles, évidemment, auront leur importance dans le film 2 ans après. Et par ailleurs, le triste sort d'un électricien dans une ligne haute tension qui ouvre la deuxième partie de ce diptyque conforte mon idée que la série donne toujours suffisamment de place aux personnages tertiaires. Bon, ce que j'essayais de baragouiner là, c'était en fait pour parler de l'authenticité de la série, la justesse des personnages secondaires, la justesse du casting, la justesse aussi du choix des décors qui amène comme ça une très grande variété de paysages et de personnages, de milieux sociaux. Beaucoup qui changent de région, les deux héros voyagent énormément et on a comme ça une espèce de cartographie du pays qui est extrêmement juste. Voilà. Moi, j'ai pas trop d'équivalent hein, dans les séries télé, si ce n'est l'Instit avec Gérard Klein. Je déconne. Pour revenir un petit peu sur la réalisation de Goldwyn, quand même, il y a le prologue du premier épisode qui est excellent dans le fast-food, avec le type viré qui se met à péter les plombs. C'est difficile de ne pas penser au pétage de plomb de Michael Douglas dans Chute libre, de Michael Schumacher, Michael Schumacher, Joel Schumacher, putain j'ai dit Michael, Chute libre de Joel Schumacher. Et alors franchement, Goldwyn, dans les moments de tension, il se démerde extrêmement bien, il a de très bons cadreurs. Je me souviens d'un plan où la caméra à l'épaule tourne autour du type, qui se tourne sur lui-même, comme ça, en dégainant son arme, en visant en fait la foule. Il y a un effet de vertige qui est comme ça totalement décuplé. Donc je vous l'ai dit, hein, beaucoup d'extérieur, on s'arrache de la monotonie des décors étriqués pour les dialogues, pour un second épisode finalement tout en mouvement, en fuite. Impossible de mater la fin de la saison 3 sans enquiller avec la quatrième, hein. Franchement j'ai pris mon pied tout simplement, c'est du très bon sérial, c'est feuilletonnant comme l'avait démontré plusieurs fois cette saison 3, donc on a là un bon cru, voilà. Alors peut-être que c'est pas aussi formidable que Monstre d'utilité publique, peut-être que c'est pas aussi spectaculaire que le double épisode de l'épave, mais ça reste comme, voilà, ça leur tient quand même la dragée haute. Maintenant, dans les petits points faibles, j'y ai pas pensé quand j'ai regardé ça, mais c'est vrai que j'ai été très surpris que dans le livre de Robert Sherman, eh bien, il le défonce, ce diptyque. Vraiment, il a pas du tout aimé. Alors déjà, apparemment, c'est un très grand amateur des frères Karamazov et il trouve l'épisode très verbeux, voilà, très très faible en comparaison du bouquin de Dostoïevski. Alors, est-ce que c'est vraiment comparable? Oui, c'est une source d'influence, mais après, on est dans la série B haut de gamme là, avec X-Files, hein, c'est du comic book quoi. Faut pas non plus chercher à être aussi profond que dans le bouquin de Dostoïevski. Voilà, je le trouve un petit peu sévère. Maintenant, je suis d'accord avec lui qu'on peut se poser des questions sur l'utilité d'avoir planqué la fameuse arme anti-alien dans une lampe. Pourquoi comment la mère de Mulder était au courant de ça? Pourquoi elle a souhaité dire à son fils que c'était planqué là-dedans? Et puis pourquoi aussi planquer une telle arme? Parce que ça reste juste un poinçon finalement. Là où je suis pas du tout d'accord aussi, c'est que il ridiculise en fait les choix de Carter concernant l'élevage des abeilles. Pour lui, c'est Carter qui aurait pris au premier degré l'épisode La guerre des coprophages de Darren Morgan, hein, vous savez, où Darren Morgan mettait en avant qu'on utiliserait les insectes, en fait, les extraterrestres utiliseraient les insectes pour au départ nous épier, hein, enfin avant de nous coloniser. Et c'est pas très juste, hein, parce que finalement les abeilles, elles servent, on va l'apprendre, à diffuser en fait un virus. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant on sait que les abeilles sont une espèce protégée, mais par contre l'idée d'utiliser des insectes pour propager des maladies, eh bien aujourd'hui ça tombe sous le sens, hein. Chaque été, à chaque prolifération des insectes ou des nuisibles dans nos contrées, voilà, ça fait souvent la une de l'actualité. Donc utiliser les animaux, la nature en tout cas, pour permettre et pour aider en fait les extraterrestres à nous coloniser, voilà, pour moi ça tombe sous le sens, donc il n'y a pas de problème. C'est même plutôt assez prophétique comme épisode. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous dis à très vite, hein, donc samedi 26 décembre dans la soirée.
Je pense sous les coups de 21h, on fera un petit live d'1 heure. Donc venez nombreux si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on réagisse un petit peu, faire un petit bilan sur la saison 3, on peut faire ça. En tout cas, je vous attends avec impatience. On parlera de bouquins. Là, voilà, je suis en train je vous avais raconté que j'étais en train de ranger des bouquins de cinéma, mais je suis en train aussi de trier des vieux comics. Donc voilà, on va pouvoir meubler en évoquant tout ça. Voilà, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.